Mesdames, Messieurs, le grand journal sur For You Télévision. Au sommaire, Soudan, Éthiopie, la tension grimpe entre les deux pays. Khartoum a annoncé déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, accusant l'armée éthiopienne d'avoir exécuté 7 soldats soudanais et un civil. Acte qui contrevient à toutes les conventions de la guerre et au droit international. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, a instruit aux soldats d'empêcher tout nouveau mouvement ou violation du droit du sol soudanais ou des ressortissants. On fait le tour de cette actualité dans ce grand journal. Et puis toujours dans le journal de For You Télévision, on parle du Cameroun, mais surtout du rapport interpellateur de Human Rights Watch. Dans son dernier rapport paru le 27 juin 2022, l'organisation internationale appelle à poursuivre et à sanctionner les combattants auteurs de crimes contre les habitants. Alerte consécutive à une nouvelle recrudescence des violences contre les civils dans le nord-ouest et le sud-ouest. République centrafricaine, adoption du Bitcoin sous tension. Dans un communiqué signé le 27 juin 2022, le ministre d'État centrafricain, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Obed Namzio, a informé du lancement de la monnaie électronique de la République le 3 juillet 2022. Elle s'appellera Sango, un lancement qui intervient dans un contexte où la Commission bancaire pour l'Afrique centrale avait annoncé via un communiqué l'interdiction des crypto-monnaies dans la sous-région CEMAC. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue au grand journal sur For You Télévision. Démarrons avec l'actualité en République centrafricaine. Je vous l'annonçais en titre. C'est officiel, la RCA lance le Sango, monnaie électronique de la République. Ceci le 3 juillet 2022. L'annonce a été faite le 27 juillet 2022 par le ministre d'État centrafricain, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Obed Namzio. Un lancement qui intervient bien sûr dans un contexte où la COVAC avait interdit la crypto-monnaie sur le sol africain et en zone CEMAC. Plus de détails, c'est avec vous, Nora. Ce n'est plus une appréhension, la réalité arrive à grands pas. La République centrafricaine va lancer le 3 juillet prochain le Sango, son nouveau système monétaire numérique alimenté par la technologie blockchain. Elle adopte ainsi le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et légalise de facto l'usage des crypto-monnaies, une première en Afrique. Après le vote à l'unanimité par l'Assemblée nationale, le 28 avril 2022, d'une loi qui régit toutes les transactions en crypto-monnaie et qui fait du Bitcoin une monnaie de référence à côté du franc CFA, et sa promulgation par le président Faustin Archange Touadéra en avril dernier, la Centrafrique va procéder le 3 juillet 2022 à l'adoption de ce nouveau système monétaire. Acclamation, la loi régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine. À cette date, le président centrafricain avait annoncé que cette démarche place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde. De ce fait, l'annonce du lancement officiel du Sango marque la concrétisation de la volonté des autorités centrafricaines à aller vers les crypto-monnaies, en officialisant donc le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du franc CFA. Les autorités centrafricaines déclarent qu'il s'agit d'un pari avec le monde et la possibilité de se connecter à un avenir qui s'annonce à la fois prometteur et surprenant. Désormais, tous les paiements en monnaie numérique jusqu'aux impôts seront autorisés. Il s'agit d'une initiative unique annoncée par son Excellence au professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Le Sango, catalyseur de la tokenisation des vastes ressources naturelles du pays, est l'initiative économique la plus progressiste en Afrique et ailleurs. C'est une stratégie ambitieuse visant à construire rapidement une économie performante, ne pouvant que s'appuyer sur les nouvelles technologies qui ont pris le monde d'assaut et ont permis à l'agent d'accéder à un autre niveau avec le Bitcoin comme mot d'ordre. Parlons à présent des conflits frontaliers entre le Soudan et l'Éthiopie qui s'enlisent. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a annoncé le 27 juin 2022 l'enlèvement et le meurtre de 7 soldats soudanais à Geredef par l'armée éthiopienne et des ripostes sont annoncées ainsi que le retour de l'ambassadeur du Soudan en Éthiopie au pays. Reportage Kwetu.
La tension monte entre le Soudan et l'Éthiopie après le meurtre présumé de 7 soldats soudanais par l'armée éthiopienne. Selon un communiqué le lundi 27 juin du ministère soudanais des Affaires étrangères, ces hommes avaient été enlevés le 22 juin en territoire soudanais, puis emmenés en Éthiopie. Jugés d'actes lâches et perfides par l'armée soudanaise, des promesses de riposte sont également annoncées. La diplomatie soudanaise a dit qu'elle allait rappeler immédiatement son ambassadeur en Éthiopie et convoquer l'ambassadeur éthiopien Khartoum pour lui signifier la condamnation soudanaise de cet acte inhumain. Les soldats disparus avaient été enlevés dans l'état de Guédéref dans l'est du Soudan, une zone de terre fertile frontalière de l'Éthiopie et depuis peu source de conflits entre les deux pays. Des heurts et autres accrochages parfois mortels sont devenus légion dans cette zone du Soudan depuis l'arrivée massive de dizaines de milliers d'Éthiopiens venus trouver refuge au Soudan à cause de la guerre au Tigré. Bien que les cultivateurs éthiopiens se soient installés dans la zone d'El Fashaga depuis des décennies, les troupes soudanaises ne s'y sont déployées qu'après le déclenchement du conflit au Tigré, qui oppose les autorités régionales locales et le gouvernement fédéral éthiopien. À l'heure où les autorités de Khartoum et Addis Abeba peinent à trouver un consensus au sujet du Tigré, le meurtre de ces 7 soldats vient jeter du feu aux poudres. Le Soudan a indiqué qu'il déposerait plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU et des organisations régionales, tandis que la réaction de l'Éthiopie est à ce jour encore attendue. Merci Kwetu. En Guinée, gouvernement, opposition et société civile autour d'un dialogue comme solution pour la réconciliation guinéenne. Les jalons du dialogue pour une transition libre et apaisée ont été posés le 27 juillet 2022 en présence du Premier ministre Mohamed Beavogui. Bien sûr, il a reçu les représentants politiques mais également de la société civile afin de poser ces différents jalons. Reportage Emma Moto. Ils ont répondu présent à l'appel du Premier ministre le lundi 27 juin 2022. Différents acteurs de tous les bords se sont exprimés, chacun donnant sa lecture de la situation politique actuelle, et bien faire des propositions sur la conduite du dialogue inclusif censé tracer le chemin d'une transition. Un pari était loin d'être gagné pour le Premier ministre, excepté l'absence du RPG Arc-en-Ciel et ses partis alliés, parti de l'ancien chef d'État Mohamed Beavogui, qui peut se frotter la main pour ce premier round des discussions. L'essentiel des forces politiques, sociales, syndicales ont répondu à l'appel du chef du gouvernement, lequel a demandé, pour la prochaine étape, un peu plus d'organisation pour pouvoir avancer. Selon Beavogui, le gouvernement compte sur la bonne foi de tous les participants à cette concertation. Aucun accord externe ne sera de trop pour permettre à la Guinée de se doter à la fin de cette transition d'institutions fortes adaptées à la réalité socio-économique. Le Premier ministre a demandé à tous les acteurs d'avoir un esprit constructif et de compromis mettant l'intérêt national devant toute autre considération. Il a invité les acteurs à lui fournir leur contribution d'ici le 1er juillet prochain. À en accroire le Premier ministre, les Guinéens doivent travailler ensemble et pour cela, les portes du gouvernement sont ouvertes. C'est cela l'esprit du 5 septembre, si cher au CNRD et à son président, le colonel Mamadi Doumbouya. Le dialogue devrait alors permettre d'harmoniser les opinions sur le contenu de la transition, s'accorder sur les approches de la mise en œuvre de cette transition. Une vision pas du tout partagée par certains participants, à savoir les représentants de la NAD et de l'UFR, qui ont rué dans les brancards contre le fait, pour maître de séance, de réclamer de nouveau des mémorandums aux parties prenantes à ce dialogue. Ils assimilent la démarche à une manœuvre dilatoire. C'est dans cette foulée que le FNDC exige un cadre de dialogue placé sur les auspices d'un médiateur désigné par la communauté internationale. Le prochain sommet de la CEDEAO au centre de toutes les attentions. À cet effet, un moment d'échange a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, et plusieurs représentants des ambassadeurs étrangers résidant au Mali actuellement. Bien sûr, les échanges, ou du moins l'essence de ces échanges, c'est dans cet élément signé Koumabité. Les échanges auront suffi au ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, d'aborder avec l'ensemble des ambassadeurs installés au Mali certaines grandes questions sur la CEDEAO et l'UEMOA. D'abord, la question sur le mandat de la MINUSCA, ensuite le respect des droits de l'homme
Et enfin, la question sur la tenue du sommet extraordinaire à Accra, qui aura probablement lieu le 3 juillet prochain. Nous avons voulu partager avec le corps diplomatique d'abord les avancées par rapport au processus de transition et ensuite les négociations pour le renouvellement du mandat de la MINUSMA par rapport aux avancées sur la transition qui ont été marquées ces derniers temps par un certain nombre d'actes qui ont été posés par la transition malienne, la fixation de la durée de la transition, la mise en place d'une commission chargée de l'écriture d'une nouvelle constitution, mais aussi l'adoption par le CNT et la promulgation par le président de la transition de la loi électorale. Pour les ambassadeurs, c'est plutôt une période favorable d'accorder leur soutien, un acquis pour le gouvernement malien afin d'alléger les souffrances des citoyens qui subissent des effets néfastes de l'embargo imposé au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA. C'était une occasion très importante. Pourquoi? Pour échanger avec son Excellence le ministre des Affaires étrangères et aussi tout le monde se féliciter des développements quant aux lois électorales et notamment l'établissement et la mise en place d'une commission indépendante pour l'organisation des élections qui est très importante non seulement pour le Mali mais aussi pour l'avenir de la région tout entière. Et tout le monde a espéré un lever immédiat des sanctions imposées sur la population malienne qui a assez souffert et qui ne cherche actuellement que la levée immédiate et non progressive. Au terme des échanges fructueux, les ambassadeurs à l'unanimité n'ont pas omis de condamner avec la dernière énergie les attaques perpétrées contre les civils dans le nord du pays. Merci Koumabité, vous ne partez pas, avec vous on reste au Mali justement où après 37 jours de marche entre Conakry et Bamako, plusieurs marcheurs guinéens ont été reçus par le président de transition Assimi Goïta. Par la même occasion, deux drapeaux qui représentent le soutien de Conakry ont été remis au président de transition malien, tout cela pour apporter le soutien au pays. Regardez. Le flambeau du panafricanisme à la main, les jeunes Guinéens ont été reçus par le président de la transition malienne après un parcours exceptionnel de 1227 km sur l'axe Conakry-Bamako. Au nombre des 17, ces jeunes Guinéens ont voulu transmettre les messages de soutien à celui qui a décidé de lutter pour la liberté de l'Afrique en général et du Mali en particulier. C'est une façon pour nous de réaffirmer et de consolider la solidarité que le peuple guinéen, à travers son président de la transition, Mamadi Doumbouya, a réaffirmé la solidarité avec le peuple malien, à sa tête, Monsieur le Président Assimi Goïta. Des moments forts consacrés au chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, qui rappelle le rapprochement des peuples non seulement par l'histoire et la géographie, mais aussi et surtout par les valeurs sociétales. Aux heures difficiles, le soutien reconforte, une reconnaissance que le gouvernement n'a pas manqué d'exprimer. Votre geste est aussi un geste d'espoir pour chacun de nous, que nous allons continuer à travailler pour renforcer notre unité, pour renforcer le panafricanisme, pour encore faire entendre la voix des peuples. Parce que nos organisations que nous avons, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, ou même l'UEMOA, nos organisations doivent davantage travailler pour et refléter les aspirations des peuples africains. L'Afrique engagée ainsi sur la voie de renforcement de son unité, la révolution déclenchée doit faire du chemin. Parole des jeunes Africains pour qui, dans la conviction, il y a des épreuves et non des difficultés. Escale au Sénégal à présent où Diété Fall et Mamé Diarra Fam, tous deux députés de l'opposition, ont été jugés ce 28 juillet 2022 au tribunal de grande instance de Dakar. Arrêté le 17 juillet pour rassemblement illicite, le député Diété Fall s'en sort avec une peine de 6 mois de prison avec sursis. Quant à Mamé Diarra, elle a été relaxée. Plus de détails, c'est dans cet élément signé Emamoto.
Entrons sur cet élément dans une autre édition d'information et poursuivons avec l'actualité du côté du Niger où l'Union africaine a doté le matériel de guerre au Niger qui est un pays sahélien en prise au terrorisme. Ces dons ont été réceptionnés dimanche 26 juin à Difa au sud-est du pays par les autorités nigériennes. Plus de détails avec vous, P, dans ce reportage. L'arsenal militaire fourni par l'Union africaine au Niger est composé de véhicules blindés avec armes de bord, d'un groupe électrogène de grande capacité, des moyens de transmission et de bureaux au profit de la FMM. Une bonne nouvelle pour le président Bazoum qui a séjourné quelques jours dans le sud-est du pays frontalier avec le Nigeria. Il a rencontré des soldats déployés le long de la frontière du Nigeria, dont un contingent de 1000 nouvelles recrues locales dédiées à la sécurisation des villages où des milliers de déplacés ont été réinstallés l'année passée. Dans le cadre du retour des populations déplacées des 45 villages de la commune de Guesserérou, le président Mohamed Bazoum a visité les positions des forces de défense et de sécurité de Garindogo et de Guesserérou pour évaluer le dispositif de sécurisation de ces villages. En s'adressant dimanche au détachement de Garindogo, le président Mohamed Bazoum a fait savoir qu'ils vont ramener les 45 villages de la commune Guesserérou et ce sera aux forces de sécurité notamment de les sécuriser. Les capacités seront renforcées grâce aux armes qui sont disponibles et qui seront mises à disposition. Le Nigeria, comme la plupart des pays du Sahel, est confronté aux attaques terroristes. Selon plusieurs témoins, les éléments de Boko Haram continuent cependant de semer la panique dans le sud-est du Niger, poussant des milliers de personnes à fuir leur village. Les autorités locales estiment qu'entre juin et juillet 2021, 26 573 personnes qui ont fui les violences suite aux attaques des djihadistes de Boko Haram ont été reconduites dans 19 villages où la sécurité avait été renforcée. Le pays collabore avec des puissances extérieures pour contrer la menace terroriste, mais la situation reste toujours critique. Cependant, le président Bazoum ne compte pas baisser les bras et ne cesse de réitérer sa volonté de résoudre le problème de l'insécurité. Récemment, il a appelé ses homologues du Burkina et du Mali à une synergie d'action contre le mal qui se généralise davantage. À la suite de cet élément, je vous propose à présent un morceau choisi des propos du président nigérien à l'endroit des forces armées nigériennes. Il se félicite d'ailleurs des bons résultats obtenus par son armée contre les djihadistes et la branche dissidente de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Parlons à présent d'autre chose dans ce journal. Escale au Cameroun avec le rapport dernier de Human Rights Watch. L'organisation internationale a produit un rapport publié le 27 juin dernier. Dans ce rapport, elle invite à poursuivre et sanctionner les combattants auteurs des crimes contre les habitants, sans oublier que cette alerte est consécutive à de nouvelles recrudescences de violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. Plus de détails avec vous, Foutbedi. Dans le rapport publié le lundi 27 juin 2022, la liste des actes violents est longue. Attaque à Boya en marge de la Cannes, agression contre des élèves sur le chemin de l'école, contre le campus de l'université de Bamenda, enlèvement par dizaines comme celui de la sénatrice Elisabeth Regina Mundi, ou encore incendie imputable aux séparatistes avec celui de l'hôpital de Monfé. La récente destruction de ce dernier a privé près de 85 000 personnes d'accès aux soins. Depuis janvier 2022, les combattants armés ont tué au moins 7 personnes et en ont blessé 6 autres, ont violé une fille et ont commis d'autres violations graves des droits humains dans les régions anglophones. Nous a fait savoir le rapport de Human Rights Watch qui précise que dans ce conflit, les forces gouvernementales camerounaises aussi commettent des violations des droits humains. Mais dans ce document, c'est sur les séparatistes
que l'ONG se penche spécifiquement. Raison pour laquelle les conclusions du dit rapport ont été partagées avec les représentants des 3 principaux groupes séparatistes, à savoir le porte-parole et vice-président du Ambazona Interim Government, SACO, Christopher Agnew, et Dabna Yerima, le chef de la défense des forces de défense Ambazoni, ADF, Capo Daniel, ainsi que le président du mouvement de libération du peuple africain, Ebenezer Direk Bongo Akwanga. De tous, seul Capo Daniel a répondu à Human Rights Watch qui leur demande de faire cesser les exactions contre les civils. Il faut rappeler que les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont en proie à des violences depuis déjà 5 années. Une situation qui impose à l'ONG de demander aux partenaires régionaux et internationaux du Cameroun d'intensifier leur appel au gouvernement pour qu'ils rendent des comptes et assurent une meilleure protection des civils, mais également des sanctions ciblées comme l'interdiction de voyager ou le gel des avoirs contre les dirigeants séparatistes qui portent la responsabilité d'exactions contre les civils. Dans l'actualité tunisienne à présent, l'ancien Premier ministre Hamadi Djebali, arrêté jeudi pour blanchissement d'argent, a été libéré ce 27 juillet 2022, une décision prise par la justice tunisienne. Il faut quand même rappeler que ce dernier reste sous le coup d'une enquête pour corruption et comparaîtra le 20 juillet prochain. Nous dites-vous dans cet élément P. L'ancien président ministre tunisien est désormais libre. L'ex-président du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Hamadi Djebali, a été remis en liberté lundi 27 juin, 4 jours après avoir été arrêté sur des accusations de blanchiment d'argent en lien avec des transferts de fonds depuis l'étranger à destination d'une œuvre de charité en Tunisie. Des accusations qu'il niera fermement et dénoncera un règlement de compte politique des autorités tunisiennes. L'ancien chef du gouvernement avait entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention et avait été transporté à l'hôpital samedi dernier. Rappelons qu'au cours de son mandat, le Premier ministre de 2011 à 2013 appartenait au parti islamiste Ennahda, le plus important au Parlement jusqu'à ce que le président Kais Saïd dissolve l'Assemblée et s'empare du pouvoir exécutif en Tunisie l'année dernière. Toutefois, Hamadi Djebali reste sous le coup d'une enquête pour soupçon de blanchiment d'argent, a indiqué l'avocat Samir Dilou. Il devra comparaître le 20 juillet prochain devant le juge d'instruction du pôle antiterroriste de Tunis. En Jordanie, au moins 12 personnes sont mortes le 27 juillet dernier, ainsi que plus de 250 blessés qui ont été enregistrés après qu'un conteneur se soit renversé dans le port d'Aqaba, dans le sud du pays, laissant s'échapper du chlore, un gaz assez toxique. Revenons sur les faits avec vous, Fotso. Le conteneur chargé d'un gaz liquide contenant un énorme volume de chlore était transporté par une grue lorsqu'il a été lâché au-dessus d'un bateau et s'est écrasé au sol, provoquant un épais nuage jaune dans le ciel. L'adjoint au chef de l'autorité portuaire de la région d'Aqaba, Hadj Hassan, a déclaré qu'un filin déplaçant un conteneur contenant une substance toxique s'est rompu, ce qui a entraîné la chute et la fuite du chlore dans le port d'Aqaba. Selon le dernier bilan officiel, 13 personnes, dont 8 Jordaniens et 5 étrangers, sont morts par asphyxie et 260 ont été blessés, parmi lesquels 123 sont toujours hospitalisés. Ce 28 juin, la situation est sous contrôle dans le port d'Aqaba, a déclaré le chef de la région. Les populations ont été invitées par le chef de l'autorité portuaire de la région d'Aqaba à rester chez eux et à fermer les fenêtres par précaution car la substance présente dans l'atmosphère est très dangereuse.
Dans l'actualité sportive de ce grand journal, Samuel Eto'o-Fils dresse son bilan semestriel à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Le président de la FECAFOOT, en 10 points, a mis l'accent sur l'organisation du championnat local et bien sûr sur la construction de stades de proximité. On revient sur ce bilan avec vous, Nguéni. En 6 mois, il a fait ce que d'autres n'ont pas réussi à faire en 4 ans. Dressant le bilan de son premier semestre à la tête de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o mesure ainsi en 10 points le chemin parcouru par son exécutif. Nous avons réconcilié la famille du football camerounais. Lors de ma campagne, je m'étais engagé à apaiser les tensions dans la famille du football camerounais. Comme promis, nous l'avons fait, en misant sur ce qui nous unit, tout en nous défendant contre les forces qui tendent à nous diviser. La réconciliation dans un contexte difficile, oui, on a presque envie de dire qu'il faut s'appeler Samuel Eto'o pour réussir un tel exploit. Occasion pour ce dernier d'interpeller toutes les personnes tapies dans l'ombre et qui ne cessent de lui mettre les bâtons dans les roues. C'est le lieu de remercier le ministre d'État SGPR, M. Ferdinand Ngongor, qui a porté nos doléances auprès du chef de l'État sur haute instruction de ce dernier. Décision a été prise d'octroyer 560 millions de francs CFA à la FECAFOOT pour les clubs. Même si jusqu'au moment où je m'adresse à vous, cet argent reste bloqué par quelques forces obscures, tapis dans les méandres de notre haute administration. Ces personnes qui se reconnaîtront ont juré de mettre à mal le projet de relance du football camerounais, mais mal leur en a pris quand ils ont assisté impuissants à l'organisation réussie du championnat, convenablement au délai imparti par la Confédération africaine de football. Et pour qu'il n'y ait pas d'alternative à la transparence durant ce mandat, Samuel Eto'o a également procédé à la restructuration de la Fédération camerounaise de football par l'apurement des arriérés de salaire de 2021 des employés, tout en contractualisant les stagiaires. L'augmentation des subventions accordées au club, la qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde Qatar 2022 ainsi que le retour massif des sponsors constituent en outre des points forts de ce semestre auquel il faut ajouter un projet futuriste, celui de construction d'un stade de proximité dans la région du Nord-Ouest. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir regardé. Restez en compagnie de nos programmes sur For You Télévision. L'information se poursuit dans quelques heures. Bonne soirée.